Invité, bienvenue. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et de faire le point dans cette émission exclusivement pour parler de votre province, puisque vous y êtes originaire. Alors la première question que je vous pose, est-ce que la province du Katanga aujourd'hui est au pas, au rythme de la révolution de la modernité quand on voit les infrastructures en RDC, à Kinshasa? Oui, le Katanga est au pas. Néanmoins, il y a deux vitesses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai au moins 12 jours à Kinshasa. C'est que j'ai laissé il y a 2 ans. J'étais en janvier 2013 ici. C'est pas ce que je trouve aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu une évolution. Il y a une grande évolution et il y a un privilège quand même. C'est-à-dire que nous sentons que le gouvernement... Plus d'attention à Kinshasa que sur les autres. Que dans les provinces. Mais vous avez des gouverneurs, vous avez Moïse qui est gouverneur là-bas. Tout à fait. Néanmoins, il y a par exemple les infrastructures qui ont le caractère national. Et ces infrastructures-là ne suivent pas. Dans les 8 ans, ça n'a pas suivi. Nous avons la route Kolwezi, oui, nous avons la route Kasenga, oui, mais la route Kasumbalé, ça commence à se dégrader déjà. Mais en ce qui concerne les grandes villes principalement, il y a nette amélioration, il y a net changement. Mais quand vous voyez la capitale, les derniers bâtiments que j'ai laissés en fondation 2 années après, ce sont des bâtiments où logent des grandes alimentations, des grands restaurants. Et aujourd'hui, Kinshasa, on ne sait plus compter les restaurants. C'est presque dans toutes les communes. J'ai essayé un peu de balayer la capitale. C'est presque dans toutes les communes où on sait trouver des grands. Mais l'opinion publique a toujours considéré que le Katanga est une des provinces qui bénéficiait plus de l'attention du gouvernement central, la province la plus privilégiée. Ce n'est pas votre avis? Peut-être dans l'inverse. Je ne dirais pas la vache laitière, mais la province qui fournit beaucoup plus d'efforts que ce qu'elle ne reçoit. Là qu'on se le dise. Parce que les frontières, principalement nous en avons 5 ou 6, mais 3 renflouent les caisses de l'État. Mais au niveau local, nous ne sentons pas les retombées de ce que Kasumbalesa, Mokambo, Chinsenda, plutôt Sakanya est en train de renvoyer dans la caisse de l'État. Vous êtes journaliste, vous êtes au Katanga, vous y travaillez également. Alors, le Katanga 5 ans, c'est pas le Katanga, le même Katanga aujourd'hui. Tout à fait, le Katanga 5 ans. Vous admettez quand même qu'il y a eu, même si c'est pas une évolution considérable, mais il y a quand même... Il y a nette évolution. Oui. Mais je ne veux pas comparer le Katanga de Mozito et le Katanga de Matata Pogno. Parce que la crise aujourd'hui, elle est palpable au Katanga. Les boutiques ferment déjà à 19h, 20h, chose que je ne vois pas à Kinshasa. Il y a crise. Ça dit qu'il faudrait que le gouvernement central voie. Nous sommes plus miniers. Quoique nous tous, nous n'allons pas dans les mines. Ça dit qu'il y a des décisions qui partent de Kinshasa et qui nous frappent directement de plein fouet. C'est là où nous pensons que le gouvernement Matata, cette fois-ci, devra ouvrir certaines brèches pour que, même constitutionnellement, on parle de la culture artisanale que le gouvernement Matata nous a privée depuis que le gouvernement Matata 1 a commencé. Espérons qu'à Matata 2, on va ouvrir. C'est ce qui faisait que la classe moyenne au Katanga commence à naître. Mais aujourd'hui, Kinshasa n'a ni cobalt, ni cuivre, ni or, ni diamant. Mais ce qui se passe dans la capitale, c'est grandiose, c'est formidable. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'au Katanga, il faudrait que le Premier ministre jette un coup d'œil, qui dérègle un peu tout ce qu'il a bloqué. Il y a le truc du petit commerce frontalier, qui du reste est constitutionnel. Toutes ces choses-là font que la crise frappe. Nous avons plusieurs sites miniers où on a chassé le petit creuseur qu'on appelle creuseur artisanal.
Mais quand on les a fait partir, il n'y a pas eu. Mais il faudrait absolument réglementer quand même ces secteurs. Oui, mais cette réglementation ne bénéficie pas aux Katangais. Et bien plus, quelqu'un est en Chine par Internet, il achète une portion de terre au Katanga et on vient, on évacue les villageois. Ça ne va pas. Et quand il quitte le Katanga, il vient mettre 2-3 immeubles à Kinshasa. Vaut mieux mettre ces immeubles là-bas et nous sentons que, ok. Mais je vous dis, aujourd'hui au Katanga, nous n'avons pas 10 immeubles de 10 étages. Ou même Mais lorsque vous avez étages. pratiquement des périmètres où vivent les villageois, dans lesquels vous avez par exemple les mines, Oui. il est tout à fait normal que ces personnes puissent être délocalisées pour que les activités minières Aussi puissent être être lancées, désengagés. ce qui n'est pas le cas. Non, c'est de l'escroquerie. On ne peut pas donner à quelqu'un 50 Et 000 les autorités locales dans tout ça, elles sont où? Ben, les lois de la République sont claires. Le domaine que nous abordons, c'est un domaine exclusif du gouvernement central. C'est bien défini dans la répartition des compétences. Ça dit qu'à un moment donné, l'Assemblée provinciale ou le gouvernement provincial peut parler, mais ce n'est que venir à Kinshasa pour plaider. Rentrer qui ne sont pas d'accord ou qui sont mécontents, il y a encore la voie des pétitions. Quoi qu'il y a eu, selon les sangaphones, une pétition qui daterait de 2009 à l'Assemblée nationale demandant que Kolwezi passe en province. Bien, la loi est là et tout s'est passé déjà dans ce sens-là. Et quand vous voyez même la cartographie que nous présente la CENI, c'est déjà les 26 provinces. Ça dit le 20 est On tiré. est déjà parti. Ah oui, le 20 est tiré. Voilà. Alors, parlons un peu, puisque la révolution de la modernité concerne également plusieurs secteurs, infrastructures de base, électricité et tout. Est-ce que l'on se sent en sécurité aujourd'hui quand on vit au Katanga, quand on est au Katanga? Aspect sécuritaire au Katanga. Oui, il y a de la sécurité, bien comme partout ailleurs. Mais néanmoins, il y a tous ces problèmes-là tout autour de ce qui est devenu aujourd'hui un phénomène qu'on appelle Bakata Katanga. Sur le plan communicationnel, il y a eu plusieurs erreurs de part et d'autre, gouvernement, population. Et par rapport à ça... Des erreurs? Ouais, des erreurs de communication. Oui. Parce qu'à l'origine... Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire comme démarche sur le plan communicationnel? Sur le plan communicationnel, oui. Quand vous voyez le processus d'EDR qui a échoué, même à l'est du pays, au Katanga, ce processus, à mon avis, n'a jamais commencé quelque part. Or, aujourd'hui, si on parle des Bakata Katanga, à l'origine, c'est la force d'autodéfense populaire. L'appel du président de la République, autrefois Mouzé Kabila, qui demandait à la population de résister contre l'envahisseur. Mais déjà en 1999, Mouzé forme des jeunes du Katanga et un peu dans le pays pour combattre et enrayer l'avancée de la rébellion parce que les FAC étaient un pied dedans, un pied dehors. Et voilà la naissance de la force d'autodéfense populaire, une milice gouvernementale qui fait bien son travail, qui bloque l'avancée. Lubumbashi n'est pas tombé pendant longtemps, jusqu'aux accords de Sun City. Mais quand Sun City arrive, on demande à tout mouvement militaire ou mouvement rebelle d'intégrer l'armée. Mais c'est le gouvernement qui demande à la force d'autodéfense populaire de retourner dans la vie civile. Et ces gens-là ayant leurs armes... Ils n'étaient pas d'accord? Non. Ils sont rentrés, mais il n'y a pas eu un mécanisme. En dehors de ce que le pasteur Mulunda a fait, 100 $ contre armes et tout. Mais ce n'était pas suffisant. Il y a eu plus de 30 000 jeunes qui sont entrés dans le mouvement, formés dans le centre de Brassimba à Likasi, à Moura. La formation militaire ou paramilitaire a été donnée à ces jeunes-là. Ça dit qu'aujourd'hui, les Gédéons et tous ces mondes-là sont issus d'une formation gouvernementale, une formation paramilitaire. Mais alors aujourd'hui, la revendication, c'est laquelle? Puisque vous avez rencontré Gédéon dans les forêts, là-bas au Katanga, vous avez fait d'ailleurs une interview avec lui, c'est quoi la motivation de sa lutte? Bien, c'est pourquoi je parle du déficit communicationnel. Parce que quand vous entendez parler Gédéon,
il est en rupture avec le pouvoir central. C'est pourquoi il pense une certaine république dans sa tête. Parce qu'il estime que le pouvoir central a meurtri le Katanga. Alors, dans sa tête, il pense une république. Mais quand vous êtes dans les officines ou les officiels, bon, on veut traiter Gédéon et les autres comme les M23. Mais qui du reste, les M23, on a été à Kampala, on a été à Nairobi, on a été à Naïté. Or, pour Gédéon, c'est le même langage en les appelant pour enrayer le rebelle, c'est le même langage qu'on devait utiliser pour qu'ils réintègrent les forces armées. Si possible, l'armée? Oui, parce que nous avons, dans nos recherches, nous avons eu l'erratum de feu, son Excellence le ministre Niranjoku, qui était ministre de l'Intérieur, demandant réclassement, insertion dans les services publics. Mais cet erratum n'a pas été suivi. Et c'est comme ça que, dans le fond du Katanga, les jeunes armés sont restés avec leurs armes. Il n'y a pas eu un mécanisme gouvernemental qui est allé vers ces jeunes-là et récupéré. Et voilà maintenant les malins commencent à tourner autour. Et il y a même une certaine langue qui a dit « no music, no answer ». Si vous ne tirez pas, le gouvernement ne va pas vous entendre. Ce qui veut dire que la mauvaise gestion de la communication au niveau du gouvernement a créé ces mouvements-là. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la possibilité de les intégrer dans l'armée serait une démarche louable, oui, salutaire. Salutaire, parce que le chef de l'État en a fait allusion à Rutshuru dernièrement, en demandant aux derniers récalcitrants FDLR ou autres groupes armés de quitter, en demandant aux familles de demander à leurs frères, sœurs de quitter ce camp-là. Ça dit que si nous, en tant que Congolais, comme on l'a fait, aujourd'hui, je vous dis, il y a plus de 700 jeunes Katangais à Kitona, ça fait plus de 14 mois, qui n'ont pas de formation militaire, bah, sont-ils en détention? On ne sait pas. Il y en a eu 2 qui sont décédés l'année dernière par un peu de problèmes de nutrition et tout. Ils auraient souhaité, quand nous sommes en contact avec eux, qu'ils entrent carrément dans la formation militaire ou qu'ils soient démobilisés. Or, ces choses-là n'ont pas suivi, ça fait 14 mois. Et ceux-là que le chef de l'État a amnistiés, notamment la dame Adel Kaïnda, elle était aussi parmi les mouvements Katakatanga déjà en 2009, 10, 11, enfermée ici à Ndolo pendant plusieurs années, et puis amnistiée. Mais au lieu qu'elle rentre à la maison, elle est à Kitona. Voilà. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi le Katanga subit-il ce genre de traitement? Alors, autre question également, c'est l'économie du Katanga aujourd'hui. Est-ce que les échanges, l'économie se porte bien, notamment avec la décision gouvernementale, la décision du président, les changements au niveau des services publics au Katanga? Ça se passe comment aujourd'hui? Est-ce que ça va? Est-ce que ces décisions ont produit effectivement des effets? Jusque-là, sans mentir et sans tourner ma langue plusieurs fois, ça n'a pas encore produit des effets escomptés. C'est toujours le déficit communicationnel. Changer les gens, ça ne pose pas de problèmes. Mais que se passe-t-il en réalité pour que ces problèmes-là existent? Alors c'est quoi le problème? Les zones de décision. Oui. Le Premier ministre doit considérer les zones de décision. Kasumbalesa, ça n'a rien à voir avec Mokambo, ça n'a rien à voir avec Sakania, ça n'a rien à voir avec Boma, ça n'a rien à voir avec Matadi. Les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. Alors quelles sont les réalités dont vous parlez? Les réalités, c'est celles que nous rencontrons sur terrain, c'est-à-dire dans les différentes frontières, il y a afflux des Congolais de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'une cité comme Kasumbalesa, qui devait avoir moins de 10 000 personnes, il y a plus de 500 000 personnes. Ça dit que la farine qui devait tourner autour de Kasumbalesa, peut-être 50 000 sacs, les 50 000 sacs sont partagés par 500 000 personnes. Mais quand on prend des décisions, on les prend en fonction des 50 000 au lieu de 500 000. À Mokambo, on ne connaît pas l'afflux des gens qui sont arrivés à Mokambo. À Sakania de même. Ça dit que quand vous êtes au beach, c'est différent
quand vous êtes à Kassamai ou à la frontière avec l'Angola. C'est comme ça que nous allons demander au Premier ministre, c'est pas trop tard, d'avoir des études de faisabilité sur le terrain. Et quand on doit nous taxer un véhicule que vous achetez à 1 000 $ au départ, et arriver à Kasumbalé, on vous taxe ce véhicule à 2 500 $, eh ben, écoutez, on vous prive, on vous déroute, on vous désoriente. Même le petit commerce ou les petites, moyennes entreprises tombent et disparaissent carrément. Et nous n'avons que des grandes entreprises qui renflouent les caisses de Kinshasa. Et là, maintenant, ça devient la tracasserie dans les rues. C'est-à-dire qu'au niveau provincial, ils n'ont plus des moyens de subsistance, ils attaquent la population. Et là, ça devient de l'oppression. Que ce soit la police des circulations routières, que ce soit une simple arrestation, ben, vous payez le prix de la tête. Voilà, les questions, la thématique est très intéressante, on ne pourra pas l'aborder à fond. Dernière question, le chef de l'État s'est adressé aux notables du Katanga sur un ton vraiment ferme. Le chef de l'État devait le faire absolument parce qu'au Katanga, la population se croyait être une population un peu différente de toutes les communautés de la RDC. Il fallait vraiment absolument que le chef de l'État parle comme ça. Ça me fait rire, c'est pourquoi je souris un peu. Le chef de l'État était-il ferme? Non. Il s'est comporté en parent. Il a certes retourné un peu de l'ordre dans la maison, mais lui-même a reconnu qu'il y avait déficit communicationnel. Néanmoins, il était judicieux pour le président de la République d'aborder cette question-là comme il l'a abordé. Il a parlé de l'Équateur, de partout ailleurs. Était-il ferme parce que c'est chez lui, à la maison? Je ne pense pas. La culture du Katangais, c'est une culture très simple. Le Katangais adhère à ce que vous lui apportez. Si vous le rejetez, il vous laisse. Le Katangais n'a jamais rejeté qui que ce soit dans la province. Ça dit que l'attitude du président de la République lors de son adresse au notable katangais, c'est tout à fait normal qu'il constate que dans la maison il y avait des problèmes et qu'il fallait régler ces problèmes. Et je pense qu'il y a amélioration. Mais quitte à lui de ne pas rompre avec le silence. Parce que son style, c'est le silence. Mais quand il rompt avec le silence, il devient le punisher. Il veut punir les Katangais. Non. Il rompt le silence, il parle maintenant avec les Katangais, il parle avec la jeunesse, comme ça a été dernièrement avec la jeunesse de Kolwezi. Et vous avez beaucoup apprécié cela. Oui. Oui, quand il parle comme ça va et la donne s'améliore. Merci. J'espère que vous reviendrez, même dans le grand journal, faire le point sur vraiment la situation du Katanga, ça nous intéresse. Cette émission est finie. Merci Thierry d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions, même si nous ne les avons pas toutes épuisées. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, également collaborateur à la radio-télévision Yedidia au Kambové. Oui. C'est au Katanga. Merci. Merci bien. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt, avec le même plaisir.